Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois au Jardin de Luchan. Lors de précédentes vidéos, on m'a souvent demandé si les plantes que je présentais, en particulier les arbustes, pouvaient être cultivées en pot. C'est vrai qu'après tout, il n'est pas obligatoire d'avoir un jardin pour jardiner. On peut tout à fait s'entourer de plantes dès lors qu'on a accès par exemple à une terrasse ou à un balcon. En plus du simple plaisir qu'elles procurent et de leur effet apaisant, elles permettent de créer une pièce de vie supplémentaire et cette pièce on peut en profiter quasiment toute l'année en fonction des régions. Et puis quand on est sur une terrasse ou un balcon, il est quand même assez rare d'avoir envie d'exposer son quotidien à la vue de tous. On souhaite pouvoir profiter de son extérieur pour éventuellement lire un bouquin, manger, recevoir des amis, se reposer ou éventuellement bronzer. Bon là d'accord, il faut quand même une terrasse bien exposée. Du coup, quand on installe les plantes sur une terrasse, ça nous permet de créer un peu d'intimité, de nous couper un peu du vis-à-vis. Sans parler du fait que les plantes, et en particulier les arbustes, vont un petit peu nous protéger du vent en le filtrant. Et qu'il est bien connu que plus on invite la nature en ville, moins la température ambiante est importante. Du coup, utiliser des plantes en pot, c'est un excellent moyen de se créer un petit cocon de verdure. Vous l'aurez compris, la vidéo d'aujourd'hui, elle est consacrée à des arbustes persistants qu'on peut cultiver en pot sur une terrasse ou sur un balcon. Et ces arbustes, ils vont nous permettre justement de nous isoler un petit peu des voisins et de la rue. Certains ont un feuillage décoratif, d'autres de magnifiques floraisons, parfois même très parfumées, et il y en a même dont les fruits sont comestibles. Et histoire d'élargir un petit peu le choix, j'essaierai de vous présenter des variétés qui sortent peut-être un petit peu des sempiternelles mêmes variétés qu'on peut trouver en jardinerie par exemple, et qui ont certains atouts ornementaux. Les variétés que je vous proposerai, si vous ne les trouvez pas en jardinerie, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un pépiniériste qui est dans votre coin, ou éventuellement à aller sur internet, où le choix est quand même beaucoup plus vaste. Avant de commencer, je tenais à vous préciser que je n'allais pas forcément rentrer énormément dans les détails pour chaque arbuste. Alors je vais bien sûr vous donner des informations, mais par exemple si je vous parle des dimensions, ce sont des dimensions moyennes, sachant que ces dimensions elles peuvent varier d'un arbuste à l'autre et en fonction des conditions de culture. Les plantes en pot sont également en général un petit peu moins grandes qu'en pleine terre. De la même façon, la rusticité de chaque plante, c'est-à-dire sa capacité à résister au froid, peut varier en fonction de différents éléments, comme par exemple l'exposition, le vent, le style de pot que vous utilisez, donc la matière, pas la forme du pot, mais son volume et sa matière, le type de substrat que vous allez utiliser, selon qu'il est plus ou moins drainant, et enfin bien sûr la façon dont vous plantez votre plante, votre arbuste, si vous avez pensé à mettre une couche de drainage, etc., de façon à ce que l'eau ne stagne pas et donc ne réduise pas encore la rusticité de votre arbuste. Faites attention aussi à vérifier si vous habitez en copropriété, vérifiez ce que les règles de votre copropriété vous autorisent à faire ou pas. Parfois il y a des contraintes, on n'a pas le droit de faire exactement ce qu'on veut. Et puis dernière chose, si vous végétalisez une terrasse ou un balcon, faites attention au poids. Chaque balcon et chaque terrasse ne peut pas supporter le même poids, donc ça peut varier d'une construction à l'autre. Donc renseignez-vous un petit peu avant quand même, histoire de ne pas tout faire s'écrouler. Allez, c'est parti, on commence avec le premier arbuste de cette sélection. L'oranger du Mexique, Choisya alternata, c'est un arbuste dont je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo dédiée à des arbustes persistants. Je vous mets le lien au-dessus. Vous pouvez aller regarder cette vidéo, vous trouverez d'autres idées d'arbustes qui sont décoratifs toute l'année grâce à leur feuillage qui persiste sur les branches. Alors le Choisya, c'est un arbuste, comme vous voyez, qui a un port un petit peu arrondi, dont la croissance est quand même assez lente et qui à terme peut mesurer environ en moyenne 2 mètres en tous sens. Le Choisya, il a un feuillage aromatique, donc ça c'est quand même intéressant, qui peut être vert ou prendre d'autres teintes, qui peut être plus ou moins fin, etc. Donc ça je vais y revenir un petit peu après, je vais vous présenter d'autres variétés. Au printemps, il va se couvrir de fleurs qui vont être plutôt blanches ou rosées selon les variétés, des fleurs qui sont très parfumées également, et très souvent vous avez une remontée, c'est-à-dire une refloraison qui se produit en général vers le mois de septembre, donc au moment de la rentrée des classes, vous avez à nouveau des fleurs sur cet arbuste. Au niveau de la rusticité, il est sur du moins 10, moins 15 environ, mais il vaut quand même mieux le protéger des vents trop froids. Et côté exposition, vous le plantez en plein soleil ou éventuellement à la mi-ombre comme ici. Il existe différentes variétés d'oranger du Mexique. Ici, c'est la variété Sundance. Alors Sundance, il a un feuillage qui est particulièrement lumineux au printemps. Son jeune feuillage, il est jaune doré. Et puis, à chaque fois que vous avez des nouvelles pousses, comme ça, le feuillage s'éclaircit. Ensuite, il redevient un petit peu plus vert. Autre variété possible, Aztec Gold, donc c'est une variété qui est plus compacte, qui va monter à environ 1,20 m, 1,50 m. Son feuillage est beaucoup plus fin, il est également plus découpé et il est vert clair doré. La variété Aztec Pearl, elle est vert clair, un petit peu plus sombre en été et sa floraison est légèrement teintée de rose.
Et puis vous pouvez aussi vous orienter par exemple vers Apple Blossom. Apple Blossom, il est assez compact également, il a un feuillage très très fin et une jolie floraison rosée. C'est une floraison qui fait un peu penser à la floraison du pommier, d'où son nom Apple Blossom. L'arbuste suivant, c'est le fusain du Japon, Euonymus japonicus. Alors le fusain, il a un feuillage épais, assez coriace, il peut monter jusqu'à 3 mètres pour la variété type, mais il y a comme ici des variétés panachées qui à mon sens sont quand même plus décoratives. C'est un arbuste que vous placerez au soleil ou à la mi-ombre et sachez que sa croissance est quand même assez lente. Cet exemplaire par exemple a été planté il y a de nombreuses années. Bon, il ne devait pas être très grand, mais enfin vous voyez qu'il n'a pas non plus pris des dimensions exceptionnelles. Donc il faut être un petit peu patient, mais par contre très très bon brise-vue puisque très dense et il ne laisse pas passer le regard. Au niveau de la rusticité, on est sur du moins 12, moins 15 environ. Autre chose à savoir, c'est que c'est un arbuste qui supporte très très bien la taille, ce qui permet de créer des taupières, c'est-à-dire, bon là, il faudra que je le retaille un petit peu, mais de faire des formes géométriques, rondes par exemple, ou plus ou moins ovales, par exemple, hein, ce sont juste des exemples, donc qui conviennent très bien et qui peut être facilement taillé. Donc je vous disais qu'il y avait des variétés vertes et vous avez également des variétés qui sont panachées et qui sont très lumineuses. On peut par exemple penser à Oreo marginata qui est une variété verte à marge jaune. On a également Aureus qui est panaché de vert et de jaune. Ou encore la variété Président Gauthier qui va être panachée de blanc et de crème. On passe maintenant au Photinia. Alors lui aussi je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. C'est un arbuste qui est très très répandu dans les jardins, qui sert en particulier à faire des haies, qui se taille très très bien sur des haies au carré, mais qui peut aussi être laissé un petit peu plus libre. Et alors l'avantage du Photinia, c'est son jeune feuillage, le feuillage printanier en particulier, qui prend des teintes exceptionnelles. Si vous cherchez d'autres arbustes qui ont des belles teintes au début du printemps, j'avais fait une vidéo sur des plantes justement qui étaient décoratives dès le début du printemps. Une nouvelle fois, je vous mets le lien au-dessus et vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil si vous le souhaitez. Le Photinia lui aussi, il a un feuillage épais et assez coriace, il a une pousse rapide, donc ça c'est un arbuste qui pousse vraiment rapidement, qui va faire rapidement de l'effet et qui pareil a un feuillage dense, bien occultant, ce qui permet de bien cacher les vis-à-vis. Il est rustique jusqu'à environ moins 18 degrés et c'est un arbuste que vous allez placer au soleil ou à la mi-ombre. Alors le Photinia, c'est un arbuste qui fleurit, il peut fleurir si vous ne le taillez pas. Si vous le taillez, vous allez compromettre, surtout si vous le taillez au début du printemps, vous allez compromettre la floraison. Mais en revanche, cette taille, elle a pour résultat de favoriser la croissance de nouvelles pousses. Et les nouvelles pousses, elles sont toujours très très colorées. Après, vous pouvez le laisser fleurir et si vous voulez le tailler après la floraison, vous le faites en général, c'est plutôt vers le mois de juin ou juillet. Ici, on a la variété Red Robin, qui est une des plus répandues, qui peut être très poussante, qui peut monter facilement à 3 mètres. À une époque, il est arrivé, il faisait quasiment le double. J'avais formé une grosse boule, mais qui cachait un peu d'autres parties du jardin. Donc je l'avais carrément recéfé, coupé quasiment au pied, il était très bien reparti, donc il accepte bien la taille. Si vous voulez vous orienter vers une variété qui lui ressemble beaucoup mais qui est plus compacte, vous avez le Little Red Robin qui fait aux alentours de 1 mètre. Mais il existe des variétés qui sont un peu plus originales et dont le feuillage est panaché, donc je vous montre en image celui que j'ai au jardin qui s'appelle Pink Marble. Alors Pink Marble, ça peut être aussi un grand bonhomme, il va avoir un feuillage vert, à marbrures qui vont être roses en début de saison et puis qui vont ensuite tourner au blanc crème. Et enfin, si vous aimez l'originalité, il y a une variété qui s'appelle Pink Crispy, qui est une variété qui fait à peu près 1,80 m à 2 mètres, dont le feuillage est crème, et ce crème il est éclaboussé de différentes nuances de vert, vert foncé ou vert plus clair. Alors on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas sachez que cette option existe. On passe maintenant au numéro 4, le Chalef. Alors Chalef, ça peut être Elaeagnus ebingei ou éventuellement Elaeagnus pungens. Comme pour les autres, souvent c'est le cas dans les arbustes à feuillage persistant, le feuillage est quand même assez épais et coriace. Lui aussi, il a une croissance rapide. Il peut lancer, là il commence déjà, il peut lancer des fois des grandes tiges comme ça dans la saison de plus d'1,50 m, 2 mètres. Mais il se taille très facilement. On peut aussi par exemple le former comme ici, un petit peu en boule. Bon, mais quand vous avez un arbuste ou deux sur une terrasse ou sur un balcon à tailler, c'est pas non plus la fin du monde. Et puis on verra qu'il existe des variétés un petit peu plus compactes. Alors au-delà de son feuillage persistant, qui est appréciable pour se cacher du vis-à-vis, ce qui est sympa avec le Chalef, c'est que en début de saison, son jeune feuillage, donc là il est vert, mais en début de saison, le feuillage il est un petit peu gris argenté métallique, qui est vraiment très très sympa. Alors il semblerait, puisque au revers c'est un petit peu dufteux, ça laisse peut-être échapper des petites choses qui, d'après des discussions que j'ai eues avec des amis jardiniers, certaines personnes pourraient être un petit peu allergiques. Cela dit, j'en ai quand même assez rarement entendu parler, donc je pense que c'est pas non plus quelque chose de très répandu par rapport à cet arbuste.
Donc persistant, un beau feuillage en début d'année, enfin en début de saison, et puis une floraison qui est pas très visible. Ce sont des toutes petites fleurs tubulaires qui se remarquent vraiment pas beaucoup, mais qui par contre sont extrêmement parfumées et qui peuvent diffuser plusieurs mètres autour de l'arbuste. Donc imaginez sur une terrasse ou un balcon, en général, il fleurit majoritairement en automne, même si là encore, en discutant avec des amis jardiniers, certains m'ont dit que chez eux, le chef fleurissait également au printemps. Mais bon, globalement, c'est quand même un arbuste qui fleurit en automne, à une période où justement il n'y a pas énormément de choses qui sont en fleurs et qui sentent bon. Et puis ensuite, après cette floraison, on va avoir des petits fruits qui vont apparaître. Là, il y en a encore sur la floraison l'an dernier. Alors ça ressemble un peu à des petites olives qui peuvent être plus ou moins jaunes, orangées, rougeâtres, qui sont comestibles. Alors c'est comestible, j'ai déjà goûté, franchement, c'est quand même assez astringent et farineux, surtout si vous le consommez tel quel. Il est souvent conseillé plutôt de le consommer éventuellement en cuisinant, en faisant des confitures. Le chalef, il résiste quasiment à tout, donc il va résister à la pollution, il va résister au vent, il va résister aux embruns, il va résister à la sécheresse. Au niveau de la rusticité, on est à peu près sur du -15, -20. Et côté exposition, ce sera soleil ou comme ici, la mi-ombre. Comme promis, je vous présente des variétés pour changer un petit peu de l'espèce type. Ça, c'est l'espèce type de mémoire, à moins que ce soit compacta, je ne sais plus trop. Donc l'espèce type, elle va monter beaucoup plus fort, elle va être beaucoup plus volumineuse, elle nécessitera quand même pas mal de tailles, au moins 1 à 2 tailles dans l'année, pour vraiment le garder en forme, si vous souhaitez le garder en forme, et pas créer un mur végétal sur votre terrasse ou votre balcon. Mais il y a une variété qui s'appelle compacta, et qui, comme son nom l'indique, est un petit peu plus compacte et moins poussante. Et puis, comme c'est souvent le cas, vous avez des variétés à feuillage panaché qui vont mélanger le jaune, le crème et le vert dans différentes nuances, comme par exemple Elador, Giltage ou Limelight. L'arbuste suivant, il est super connu, vous le connaissez sûrement, et il a un petit air de vacances, il nous rappelle les bords de la Méditerranée. Il s'agit bien sûr du laurier rose. Alors attention, le laurier rose n'est pas comestible, ça n'a rien à voir avec le laurier sauce, qui est un vrai laurier, Laurus nobilis. Celui-là, c'est Nerium oleander, et toutes les parties de la plante sont toxiques, donc surtout, on ne l'utilise pas en cuisine, merci. Le feuillage du laurier, il est allongé, il est pareil, assez épais et coriace, il est essentiellement vert. Il y a une variété, j'ai entendu parler d'une variété qui s'appelle Variegata, qui a feuillage panaché, que j'ai jamais vu en vrai. Donc je ne peux pas vous dire vraiment à quoi elle ressemble, mais elle existe. Sinon c'est un feuillage qui est vert, plutôt vert foncé. Alors lui, il va en général former plusieurs troncs qui vont partir de la base et qui à terme vont former un arbuste au port assez touffu, un petit peu évasé, un petit peu aéré. Et concernant les dimensions, c'est très variable. Vous en avez des nains qui vont faire à peu près 80 cm, donc qui peuvent très bien aller sur un petit balcon, une petite terrasse. Et il y en a qui peuvent monter jusqu'à 5 mètres. Alors ceux-là, je vous les déconseille parce que ça va quand même demander de très gros pots et ils ne seront pas forcément à l'aise. Donc on choisit des variétés intermédiaires. De toute façon, sur une terrasse ou un balcon, vous n'avez pas besoin d'avoir des plantes qui vont monter à 3 mètres. L'essentiel, c'est simplement de se cacher un petit peu du vis-à-vis. Si le laurier rose, il nous rappelle les vacances, c'est bien sûr parce qu'on le voit en général sur les lieux de vacances au bord de la mer, mais c'est également parce que sa floraison intervient justement en été, au moment où beaucoup de gens sont en vacances. Alors là, vous allez avoir énormément de possibilités au niveau des fleurs. Vous avez des fleurs simples, c'est-à-dire avec une seule rangée de pétales, des fleurs doubles avec plusieurs rangées de pétales, donc des fleurs qui sont un peu plus, qui semblent un petit peu plus fournies, un petit peu plus garnies. Et on va avoir du blanc, on va avoir du rose, du rouge, de l'orangé, du saumoné, même du jaune. Il y a beaucoup de possibilités. Pour qu'il fleurisse bien, le laurier, vous allez le mettre en plein soleil. Il aime bien avoir de la chaleur, en tout cas sur le feuillage, sur l'arbuste lui-même. D'autant plus qu'il n'est pas extrêmement rustique, en particulier quand il est jeune. Une plante qui est jeune, elle est moins rustique qu'une plante âgée. Et qu'il est cultivé en pot. On a vu que la culture en pot réduisait un petit peu la rusticité des plantes. Donc cette rusticité, ça va de -8 à -12 en fonction de l'âge de la plante, on va dire, et de l'exposition, de la façon dont il est positionné. Alors toujours pour avoir une belle floraison, il faut le placer donc en plein soleil et bien qu'il résiste à la sécheresse, il faudra quand même l'arroser régulièrement s'il est en pot parce que le substrat en pot sèche beaucoup plus vite, donc il faut régulièrement apporter de l'eau. Vous pouvez éventuellement aussi, ce que j'ai pas fait ici, c'est après la floraison, c'est vous couper simplement les inflorescences fanées. De façon à l'encourager pour l'année suivante à reproduire de nouvelles fleurs à profusion. Ce que vous pouvez faire également pour l'encourager à fleurir s'il est en pot, c'est de lui apporter un engrais adapté au moment où il forme ses boutons, puis tout au long de la floraison pour entretenir un petit peu cette production de corolle.
Alors pour lui, je ne vais pas vous présenter de variété parce qu'il y en a énormément, il y en a beaucoup trop. Donc là, ce sont vos choix qui vont vous guider en fonction déjà de la taille de la variété, puisqu'elles sont plus ou moins petites ou plus ou moins grandes, et puis de la couleur des fleurs, sachant qu'il y a également, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a des lauriers qui ont des fleurs qui sont très parfumées et très agréables. On ne présente plus les camélias, ces arbustes au feuillage persistant et qui est épais et coriace. Bravo, il y en a 3 qui suivent. Alors, il en existe de formes et de tailles très variées. Alors, je vous présenterai après, il y a des grandes catégories qui sont en général classées en fonction de leur période de floraison. Sachez, si vous voulez cultiver un camélia en pot, que c'est ce qu'on appelle un arbuste de terre de bruyère, c'est-à-dire qu'il aime les sols qui sont plutôt acides, surtout pas calcaires. Par contre, évitez de planter dans de la terre de bruyère pure, parce que ça en général ça fonctionne pas. Donc vous mélangez la terre de bruyère avec du terreau ou de la bonne terre de jardin, ça fait très bien l'affaire. Et quand vous devez l'arroser, il faut éviter d'arroser avec de l'eau de ville si elle est trop calcaire, parce que ça peut bloquer l'assimilation du fer et créer ce qu'on appelle une chlorose férique, qui fait que le feuillage va jaunir et va être moche. Donc éventuellement, si vous avez l'occasion de récupérer de l'eau de pluie, ça peut être une bonne idée pour arroser un camélia, ou si votre eau du robinet n'est pas trop calcaire, ça le fait également. Les camélias, ce sont quand même plutôt des arbustes de climat doux et de climat humide. La rusticité, elle n'est pas exceptionnelle, on est sur du moins 10, moins 15, bien que maintenant, on arrive à créer des variétés qui sont de plus en plus résistantes au froid. Mais voilà, c'est quand même pas une plante qui supporte énormément de froid et très longtemps. Ce froid, il peut avoir comme conséquence de griller, de brûler les boutons floraux, ce qui fait que vous n'avez plus de fleurs. Il peut également griller le feuillage, les branches ou même les racines, parce que les racines sont assez superficielles. En particulier, quand vous cultivez en pot, automatiquement l'arbuste est moins protégé. Donc je vous avais dit qu'il y avait plusieurs catégories. On a les camélias, donc ça c'est le nom du genre, et japonica c'est l'espèce. Le camélia japonica c'est celui que vous trouvez dans le roman d'Alexandre Dumas, La Dame aux camélias. Donc il est très connu, très répandu. Il va pousser plutôt à la mi-ombre et il va fleurir en hiver. Si le camélia japonica il a une croissance assez lente, vous avez une deuxième espèce qui s'appelle Sasanka ou Sasankwa. Donc là, tout le monde n'est pas d'accord sur la prononciation. Le camélia Sasankwa, moi je le prononce comme ça, a une croissance un peu plus rapide que le japonica. Il va être généralement un peu plus petit que le japonica, le Sasankwa, parce que le japonica il peut monter facilement à 3, 4, 5, 6 mètres, voire davantage. Donc le Sasankwa il est en général un petit peu plus petit et il a parfois un port un peu plus irrégulier, un peu plus sauvage on va dire. Autre chose intéressante sur le Sasankwa, c'est que c'est celui qui va supporter le mieux d'être un peu plus exposé au soleil. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre sur une terrasse plein sud à Montpellier, parce que là il ne va pas tenir. Mais si vous êtes au nord de la Loire, vous pouvez l'exposer un peu plus au soleil. Si vous êtes plus au sud, vous le passez plutôt à mi-ombre. La floraison des Sasankwa, elle s'étale en général du début de l'automne au début de l'hiver. Et il y a pas mal de variétés qui sont parfumées. Alors personnellement, le parfum de ces espèces-là, j'ai jamais été fan. Je ne trouve pas que ça sente si bon que ça. Mais peut-être que vous serez un petit peu plus sensible à son parfum que moi. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est celui-là, c'est un camélia lutuensis, donc c'est un hybride qui a plusieurs particularités. Là c'est la variété Minato no Akebono. Donc pourquoi je l'aime bien? Déjà parce qu'il pousse très vite. Celui-là il a été planté je crois il y a 2 ans et il fait quasiment, il fait plus d'un mètre 60, 1m70 à peu près. Donc pousse rapide. Ces jeunes pousses elles sont bronze orangé un petit peu, donc très sympa. Et puis comme vous le voyez, là on est le 25 janvier et il est tout en fleurs. Donc là ici c'est des petites fleurs simples, roses, putain, il m'a fait peur lui, c'était un bourdon. C'est rien, il fait son job, il butine. Donc des petites fleurs roses et qui sont légèrement parfumées, donc plein d'atouts pour ce lutuensis. Et puis vous en avez beaucoup d'autres espèces, vous avez beaucoup d'hybrides qui ont été créés. Donc là c'est pareil, vous allez regarder, puisque la couleur des fleurs va être très variable. Vous avez des fleurs simples, comme ici, donc avec simplement une rangée de pétales. Vous avez des fleurs plus ou moins doubles, des fleurs qui ressemblent à des pivoines, etc. Enfin, il y a un choix assez immense au niveau de la forme des fleurs, mais également au niveau des couleurs. On va avoir énormément de couleurs différentes. Donc comme pour le laurier rose, ce sont vos goûts aussi qui vont faire que vous allez choisir telle ou telle variété, si vous préférez le rose, le rouge, le blanc, telle forme de fleur ou telle autre. Et alors Starsky, tu veux présenter la vidéo à ma place? Non? Tu me laisses la place? Allez, va chercher la corde. Bien.
Alors on continue, avant que Starsky ne me pique la place, avec le laurier thym. Une nouvelle fois, le laurier thym, c'est pas vraiment un laurier, c'est une viorne, Viburnum tinus. Donc comme le laurier rose de tout à l'heure, il n'a rien à voir avec celui-là qui est le vrai laurier, le laurier noble ou le laurier sauce qu'on utilise en cuisine. Donc pareil avec le laurier thym, on ne va pas dans la cuisine. Le laurier thym, c'est un arbuste toujours au feuillage persistant bien sûr, puisque c'est le thème de cette vidéo, qui va monter entre 1, 2, 3 mètres, j'en ai même vu qui était un petit peu plus grand, mais qui supporte également très bien la taille. Vous pouvez l'installer au soleil non brûlant ou à la mi-ombre ou éventuellement à l'ombre. Son feuillage il est généralement vert, mais comme pour d'autres arbustes, vous avez également des variétés à feuillage panaché qui sont un peu plus lumineuses. La floraison elle intervient de l'automne au début du printemps selon les variétés et selon votre climat. La floraison elle est plus ou moins blanche ou plus ou moins rosée selon les variétés. Et concernant la rusticité, on est sur du moins 10 à moins 15 degrés environ. Alors concernant les variétés justement, la variété type c'est plutôt une floraison blanche, même s'il peut y avoir un petit peu de nuances rosées, et vous avez des variétés qui sont beaucoup plus rosées, en particulier les boutons qui sont très roses, je pense par exemple à la variété qui s'appelle Lisa Rose. Autre variété qui peut être intéressante, c'est Purpureum, qui comme son nom l'indique a des feuilles qui vont être légèrement pourpres à leur débourrement au début du printemps. Et puis donc vous avez des variétés comme Variegatum qui affichent un feuillage qui va être panaché. Les bambous sont aussi des plantes très appréciées en pot, sur les balcons et sur les terrasses. On les aime pour leur feuillage léger, qui dès qu'il y a un petit peu de vent fait un petit bruit qui est agréable et qui peut masquer un peu les bruits de la circulation ou de la rue par exemple. On les aime également parce qu'en général ce sont des arbres des plantes, puisque ce sont des graminées, ce sont des plantes qui poussent vite, qui ont une croissance rapide. Et puis on les aime également parce qu'elles sont bien souvent dotées de cannes qui sont très décoratives parce que très colorées. La résistance au froid des bambous elle est variable, mais généralement elle est quand même assez bonne. C'est une plante que vous allez installer plutôt au soleil ou éventuellement à la mi-ombre, mais qui aime quand même avoir un sol qui reste relativement frais. Si en été vous avez des feuilles qui se recroquevillent, c'est que la plante a soif. Donc là il faudra quand même penser à arroser, essayer d'éviter d'arriver à ce stade, à apporter l'heure de l'eau régulièrement, de façon à garder un feuillage opulent et sympa tout le temps. Si vous devez cultiver en pot, et même au jardin, je vous conseille plutôt de vous orienter vers des bambous non traçants. On a en effet deux catégories de bambous. Les bambous traçants, ils ont des rhizomes, c'est-à-dire des racines qui vont courir sous le sol et qui sont capables de ressurgir à plusieurs mètres du pied de départ. On peut vite être envahi, dans un jardin ça peut être la catastrophe et on peut même avoir besoin d'avoir recours à des outils mécaniques pour vraiment aller chercher toutes les racines et les enlever du sol. Et puis pour les balcons et les terrasses, les bambous traçants, leurs racines au bout d'un moment vont être à l'étroit et elles peuvent finir par faire éclater le pot. La deuxième catégorie de bambous, celle qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les Fargesia. Alors les Fargesia, ce sont des bambous qu'on dit cespiteux, c'est-à-dire qu'en fait ils poussent en touffe, comme de l'herbe en fait, et ils vont petit à petit grossir à la base, mais ils vont rester sous contrôle, et ils vont jamais aller courir à droite et à gauche, et ils vont respecter quand même la taille du pot. En plus, le Fargesia, c'est pas un bambou qui monte très très haut, il va faire entre 2 et 4 mètres à peu près, et puis il a un port souple, un peu en parapluie, qui est très gracieux et qui est vraiment très sympa. En plus, ils sont quand même bien rustiques. Donc si on s'intéresse aux bambous pour leur feuillage persistant, l'autre intérêt c'était également, comme je vous le disais, les cannes qui sont colorées. Et là on va avoir beaucoup de variétés différentes avec des cannes colorées différentes. Moi ce que j'aime bien faire sur les bambous, c'est si vous avez votre plante qui fait cette taille-là, sur le tiers inférieur, vous allez couper toutes les branches latérales de façon à mettre en valeur ces cannes. Ça peut être super graphique. Alors évidemment c'est un peu moins occultant que si vous laissez le feuillage, mais ça reste quand même beaucoup plus beau. Pour vous citer quelques variétés intéressantes, on a par exemple Deep Purple qui a des cannes qui vont être violet à rouge foncé, Black Dragon qui va avoir des cannes qui sont vertes au départ et qui à maturité deviennent noires, Pingwu a des cannes qui sont vertes mais avec des gaines blanches qui sont très lumineuses et qui font un joli contraste justement entre le vert des cannes et le blanc de ces gaines. On peut citer aussi par exemple Fargesia papyrifera qui est une variété qui va avoir des cannes bleutées. Bref, vous voyez qu'il y a une grande diversité et qu'on peut sortir des cannes simplement vertes et créer quelque chose de très graphique et de très sympa dans un aménagement sur une terrasse. L'arbuste suivant a lui aussi un look exotique. Alors je vous le présente comme un arbuste, c'est plus une très grande vivace. Il est un peu classé entre les deux et on pourrait presque croire qu'il s'agit d'une graminée de par son feuillage, de par son port. Le lin de Nouvelle-Zélande se décline en gros en deux variétés. Vous avez les Phormium cookianum et les Phormium tenax, sachant que la deuxième espèce est en général un peu plus grande que la première. Et puis bien sûr vous avez après tout un tas d'hybrides qui sont disponibles également.
Le phormium, il forme donc, comme vous voyez ici, une touffe de feuillage qui est très long, qui est assez large aussi, qui est très fibreux, très résistant et dont le port est assez évasé, un peu ouvert et qui peut être un peu légèrement retombant également. Certains d'entre eux sont vraiment miniatures, hein, ils vont faire une trentaine de centimètres et puis on en a d'autres qui vont monter jusqu'à 3 mètres. Donc là c'est pareil, il y a une grande diversité et vous allez forcément trouver quelque chose qui peut vous correspondre en fonction de votre région. On va revenir sur la rusticité un peu plus tard. Le phormium, on le cultive essentiellement pour son feuillage, qui comme vous le voyez est quand même très dense. Donc là j'ai fait toute une haie de phormium et si vous regardez un petit peu, alors ça doit être par là à droite, en bas à droite sur l'image, c'est le même, exactement la même variété qui est encore en pot. Donc vous voyez que pour le moment en pot, ça a été planté en même temps, hein. Donc en pot elle a vraiment pas beaucoup poussé parce que j'ai un tout petit pot. Donc si vous mettez un pot plus grand, vous aurez une taille un petit peu supérieure et puis en pleine terre ça peut prendre de très grandes proportions. Donc le phormium on le cultive essentiellement pour son feuillage décoratif, ce qui n'empêche pas qu'en fin de printemps et début d'été vous pouvez avoir des grandes hampes florales très raides avec des fleurs d'aspect un petit peu exotique au sommet. Alors la floraison elle peut n'intervenir qu'après plusieurs années de culture. Ceux-là par exemple ça fait je sais pas 4-5 ans qu'ils sont plantés au jardin, ils n'ont encore jamais fleuri. Et il peut arriver aussi qu'au moment de la floraison la plante meurt, mais en fait c'est pas une vraie mort, puisque en général à ce moment-là vous avez un nouveau pied qui se développe. La résistance au froid des phormiums elle n'est pas exceptionnelle, on est sur du -7, -10 degrés, c'est plutôt une plante de climat doux et humide. Donc si vous voulez le laisser en permanence sur votre balcon, sur votre terrasse, selon votre région ça peut être problématique. Alors vous pouvez éventuellement le rentrer dans un local qui est hors gel, mais le but ici c'est de choisir des arbustes que vous allez laisser dehors toute l'année. Donc dans les régions très froides, le phormium, je suis désolé, mais il va falloir oublier. En revanche, si vous êtes dans une région douce, là vous n'hésitez pas et vous pouvez le mettre en plein soleil, c'est là qu'il sera le mieux. Il a une bonne résistance à la sécheresse, j'en veux pour preuve cela que j'arrose jamais, il se débrouille tout seul. Donc une plante qui est idéale pour la côte atlantique par exemple, il n'y a aucun souci, ça poussera parfaitement sur toute la côte atlantique, là où les températures ne descendent pas trop en hiver. Pour celui-là non plus, je ne vais pas vous présenter de variétés différentes parce qu'il y en a énormément, il y a énormément de nuances de feuillage. Donc vous avez des feuillages qui sont vert foncé avec des reflets pourprés un petit peu comme celui-là. Vous avez également des feuillages qui sont vert uni. Vous pouvez également avoir des feuillages jaune doré, pourpre très foncé, presque noir. D'autres qui vont mélanger plusieurs couleurs comme le rose, le rouge, l'orangé, le blanc. Enfin, il y en a énormément et puis j'en oublie encore des couleurs. Donc une grande diversité pour une plante qui a franchement un look sympa. On termine cette sélection avec le 10e arbuste qui est un arbousier qu'on appelle également l'arbre aux fraises, Arbutus unedo. L'arbousier c'est un arbuste de croissance assez lente et qui est rustique jusqu'à environ -15 degrés. J'aimerais pouvoir présenter le dernier arbuste, tu permets? Ok. Donc l'arbousier il va développer plusieurs troncs depuis la base et il peut monter aux alentours de 3 à 5 mètres. En plus de son feuillage persistant, l'arbousier il est aussi apprécié en raison de son écorce qui est décorative. Autre point intéressant, sa floraison automnale qui forme des grappes de petites fleurs tubulaires qui ressemblent un petit peu à celles du muguet et qui sont dans des tons blanc crème arrosés. D'ailleurs ces fleurs elles cohabitent souvent sur l'arbuste avec les fruits, puisque l'arbousier fait des fruits, des arbouses, qui mettent beaucoup de temps à mûrir et qui sont présentes, ces fruits sont présents en même temps que les fleurs. Donc vous avez les fruits qui ressemblent un petit peu à des fraises, qui sont sphériques, qui sont rouge-orangé. Donc vous avez les fruits et les fleurs sur l'arbuste au même moment. Si on l'appelle l'arbre aux fraises, c'est justement parce que ces fruits ressemblent à des fraises. Mais la ressemblance s'arrête uniquement là. Au niveau du goût, ça n'a rien à voir. Ce sont des fruits qui sont beaucoup plus farineux et qu'on utilise plutôt en préparation culinaire pour en faire par exemple des confitures ou des liqueurs. En outre, il est conseillé de ne pas en manger trop parce que ça peut donner des troubles intestinaux comme par exemple des maux de ventre ou éventuellement des vomissements. Pour ce qui est des variétés, vous avez l'espèce type qui a une floraison qui est plutôt blanc-rosé, Compacta qui est un peu plus petit et qui a une floraison blanche, ou aussi Rubra qui a pour sa part une floraison bien plus teintée de rose. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie d'accueillir quelques arbustes sur votre terrasse ou votre balcon, sachant bien sûr que je ne vous ai donné que quelques pistes. Il y aurait beaucoup plus à dire sur tous ces arbustes et puis il y aurait aussi d'autres arbustes que vous pourriez accueillir chez vous. Si elle vous a plu donc, sachez que votre soutien est grandement apprécié. Pour vous, laissez un petit like, un commentaire, partagez la vidéo, vous abonner, ça représente peut-être pas grand chose. Pour moi, ce sont toujours des encouragements à continuer à vous proposer des vidéos sur le jardin et le jardinage. Donc je compte sur vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, bon jardinage!